Au Nigeria, le report de la présidentielle a provoqué ce dimanche une pluie de critiques. Observateurs et opposants du président sortant pensent que sa popularité chancelante est la vraie raison de cette mesure. À l'île Maurice, l'ex-premier ministre Navin Kandra Ramgoolam a été libéré ce samedi sous caution. Cette libération intervient au lendemain de son arrestation qui avait entraîné des manifestations dans les rues. En Égypte, après la libération des 2 journalistes étrangers d'Al Jazeera, le 3e journaliste détenu s'apprête à rester seul en prison car il ne possède pas un passeport étranger. C'est un plaisir de vous retrouver sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 février. Nous ouvrons cette édition par les nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui a connu sa finale ce dimanche en Guinée équatoriale. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont tenu leur revanche après 2 finales perdues au tir au but. En 2006 et en 2012, la Côte d'Ivoire a remporté enfin sa 2e Coupe d'Afrique des Nations en battant le Ghana dans ce cruel exercice. Reportage. Une explosion de joie à la mesure du terrible suspense qu'ils ont dû endurer. Les supporters ivoiriens ont tremblé jusqu'au bout pour leur équipe qui était toujours à égalité 0-0 avec le Ghana à l'issue des prolongations. Il a donc fallu en passer par les tirs au but et à ce jeu cruel, les éléphants se sont imposés 9-8. Ils offrent ainsi à la Côte d'Ivoire la 2e Coupe d'Afrique de son histoire, 23 ans après celle qu'ils avaient remportée au tir au but déjà face au Ghana. Toute la Côte d'Ivoire est dans la joie. Parce que le scénario de 1992 vient de se reproduire trait pour trait. Depuis 1992, on attendait cette victoire-là. On a souffert, on a pleuré. Mais aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de nous. Bravo les éléphants! Une victoire au goût de revanche pour les Ivoiriens après 2 finales perdues au tir au but en 2006 et 2012 et une victoire aux allures de consécration pour leur sélectionneur. Le Français Hervé Renard entre dans l'histoire en gagnant sa 2e Coupe d'Afrique après celle remportée en 2012 avec la Zambie. Pas très convaincant en début de tournoi, ces éléphants ont su monter en puissance au fil des matchs. Il a fallu dire certaines vérités, mais ils ont tous fait des efforts, ils ont beaucoup travaillé durant la préparation et aujourd'hui ils sont récompensés. Parce que dans la vie on peut perdre quelquefois, mais l'important c'est de toujours rebondir, de jamais lâcher. Pour le Ghana, cette défaite au tir au but est particulièrement dure à avaler. Présents dans le dernier carré des 5 dernières éditions de la CAN, les Black Stars vont une nouvelle fois rentrer bredouille à Accra, où les attentes des supporters fatalistes. C'est une déception pour nous. Hein. Le match était à notre portée, mais malheureusement on l'a perdu. Bon, on ne peut rien faire, c'est le jeu, c'est le ballon, c'est le foot, c'est le jeu. À défaut d'avoir gagné la CAN 2015, le Ghana accueillera peut-être la CAN 2017. Il est l'un des 4 pays en lice pour l'organisation de la prochaine coupe avec l'Algérie, l'Égypte et le Gabon. Au Nigeria à présent, Muhammadu Buhari, le principal rival du président Goodluck Jonathan, a estimé ce dimanche que l'indépendance de la commission électorale est gravement compromise par le report au 28 mars du scrutin initialement prévu pour le 14 février. En décidant de ce report samedi dernier, à 7 jours de la date initiale du vote, la commission électorale nationale indépendante a certes agi dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, mais elle a été entraînée dans une situation où elle a dû céder à la pression, a affirmé Muhammadu Buhari lors d'une conférence de presse à Abuja, la capitale fédérale. La commission électorale a pour sa part expliqué avoir repoussé les scrutins en réponse à officiels, y compris du chef du Conseil national de la sécurité, invoquant l'indisponibilité de forces de défense pour sécuriser du moins le vote en raison de leur engagement contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Les critiques pleuvent donc depuis ce report de la présidentielle. Observateurs et opposants du président sortant jugent que sa popularité chancelante est la vraie raison de cette mesure. Nous vous proposons de suivre ici ces quelques réactions. Honnêtement, le report vient comme un choc parce que nous avions hâte d'être le 14 février pour l'élection présidentielle.
Mais quand nous avons appris que les élections avaient été reportées, c'est un dur choc pour nous. Mais quoi qu'il arrive, nous devons simplement attendre que ce jour arrive. Et nous tous, les Nigérians, nous irons voter ce jour-là. We just have to wait for that day to come. And we, all as Nigeria, will come out to vote on that very day. The PVCs has not been adequately... Les cartes d'électeurs n'ont pas été distribuées et retirées de façon adéquate. Donc laissons-les être distribuées et collectées et alors nous aurons les élections. C'est ma position. To the election. That's my stand. Toujours au Nigeria, les élections présidentielles et parlementaires sont donc reportées de 6 semaines au 28 mars. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale samedi dernier, cédant donc aux demandes liées aux difficultés logistiques et craintes pour la sécurité en raison des attaques de Boko Haram dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays. Les élections présidentielles de 2011 avaient plongé la région dans des violences interreligieuses et le sceptre de nouveaux affrontements plane à l'approche de la présidentielle. Reportage. Philippe Jagaba était au premier rang des violences qui ont éclaté dans son village. Le soir du résultat des élections présidentielles nigériennes de 2011, chrétiens et musulmans se sont affrontés pour contester le scrutin. Aujourd'hui encore, les stigmates restent visibles. D'ici vers là-bas, c'est chez les chrétiens. Et de ce côté, c'était principalement les musulmans. Ils étaient installés ici. Comme vous pouvez le voir, certaines maisons des chrétiens ont été touchées ainsi que celles des musulmans. C'est la violence qui a provoqué toutes ces destructions. Au total, les affrontements post-électoraux ont fait plus de 1000 morts et des milliers de déplacés au Nigeria. Dans l'état de Kaduna, dans le centre-nord du pays, chrétiens et musulmans vivent côte à côte, mais les rendez-vous aux urnes tournent aux guerres de religion. Issa Moussa est musulman, il était là en 2011. Ils ont brûlé ma maison, ils ont tué les 2 fils de ma sœur, ils ont tué mon père et ils ont également tué mes 3 frères. Et ils m'ont blessé. Regardez la plaie, c'est une balle que j'ai ici, à l'intérieur. Le spectre de nouvelles violences à l'approche des élections présidentielles plonge la région dans l'inquiétude. À Kafanchan, le marché avait été ravagé. Il a été reconstruit depuis et les chrétiens et les musulmans commercent ensemble. Nous demandons au gouvernement plus de sécurité sur le terrain pour nous, les électeurs. Peu importe le résultat de l'élection, nous devons pouvoir continuer à travailler. Chômage, pauvreté, manque d'infrastructures publiques. L'origine des tensions est multiple, bien au-delà des appartenances religieuses et ethniques. À Kaduna, la capitale de l'État du même nom, un programme de dialogue et de surveillance interreligieux a été mis en place pour prévenir la résurgence des violences. Nous avons mis en place des observateurs dans les communautés pour surveiller tout indice de violence. Dès qu'ils repèrent un conflit, ils appellent notre centre et nous, en collaboration avec les agences de sécurité, nous déclenchons une intervention. Dans quelques semaines, les Nigérians, exactement comme en 2011, devront choisir entre le président sortant et chrétien Goodluck Jonathan et son principal opposant, le musulman Muhammadu Buhari. Une élection qui s'annonce très serrée et laisse craindre le retour des fantômes du passé. L'île Maurice, à présent, l'ex-premier ministre Navin Chandra Ramgoolam a été libéré ce samedi sous caution par la justice mauricienne. Cette libération intervient au lendemain de son arrestation qui avait poussé certains de ses partisans à protester dans la rue de cette île de l'océan Pacifique. Reportage. Navikandra Ramgoolam, battu aux élections du mois de décembre, avait été arrêté vendredi dernier et reste accusé d'entrave à la justice et de blanchiment d'argent. Il a été libéré sous caution à l'issue d'une audience au tribunal et après avoir remis ses passeports à la police. L'ex-premier ministre avait été arrêté pour être interrogé dans le cadre d'une enquête sur le cambriolage en 2011 de l'une de ses maisons sur la côte. Il devait être interrogé sur son éventuelle présence sur les lieux au moment du cambriolage. Il est également
soupçonné d'avoir poussé un homme d'affaires à produire un faux témoignage. Pour certains médias locaux, Navin Kandra Ramgolam aurait menti sur sa présence sur les lieux pour couvrir une relation adultère. L'enquête sur Ramgolam porte aussi sur le présumé suicide en prison d'un suspect dans l'affaire du cambriolage. L'ex-premier ministre a nié en bloc tous les soupçons portés contre lui et a accusé ses opposants de vouloir le discréditer. Après l'arrestation, la police a précisé qu'environ 166 000 $, soit environ 146 000 € en liquide, avaient été découverts au cours d'une fouille de la maison de l'ex-premier ministre et que des charges pour blanchiment d'argent avaient été ajoutées à son dossier. Des affrontements avaient eu lieu entre ses partisans et des manifestants pro-gouvernementaux à l'annonce de son arrestation vendredi dernier, mais la police avait réussi à séparer les deux parties. Après la libération du journaliste australien Peter Grest et celle annoncée du journaliste canadien d'origine égyptienne qui a renoncé à sa nationalité de naissance, le troisième journaliste d'Al Jazeera détenu au Caire pourrait se retrouver tout seul derrière les barreaux. Sa nationalité égyptienne pourrait jouer en sa défaveur. Plus de précision dans cet élément. Devant le tollé international déclenché par la condamnation du journaliste égyptien Baher Mohamed et de ses deux collègues étrangers accusés d'avoir falsifié des informations, le président Abdel Fattah al-Sisi a promulgué un décret fort opportun, autorisant l'expulsion des étrangers condamnés ou en instance de jugement. Conséquence, il y a une semaine, le journaliste australien Peter Grest a recouvré sa liberté. En passe de bénéficier du même privilège, son collègue canadien Fahmy. Quant au troisième journaliste d'Al Jazeera, Baher Mohamed, de nationalité égyptienne, il devra attendre son jugement avant de s'estimer libre de ses mouvements. C'est une injustice extrême que nous autres Égyptiens soyons obligés d'attendre notre tour pour être jugés, alors que ses collègues ont été libérés avant lui, simplement parce qu'ils ont une nationalité étrangère. Très déçu, Jihan Rachid a alors voulu établir à son époux une nationalité étrangère pour le sortir d'affaires. Mais Baher Mohamed s'y est opposé. Pour son père, plus qu'une épreuve pour la famille, c'est une véritable tragédie qui n'épargne plus personne. Le métier du journalisme en Égypte, que ce soit le journalisme local, régional ou international, c'est l'une des principales victimes dans cette réalité amère que nous sommes en train de vivre. La situation n'a jamais été aussi mauvaise. Pour l'heure, Baher Mohamed, 32 ans, ne peut être que si le parquet accepte une demande de remise en liberté présentée par la famille ou si le tribunal, qui va à nouveau juger l'affaire, ordonne sa libération sous caution. Le journaliste pourrait toutefois bénéficier d'une grâce présidentielle, mais seulement après un verdict final, une fois tous les recours en justice épuisés. En Inde, une femme népalaise souffrant de déficience intellectuelle a été sauvagement violée et assassinée. Son corps mutilé a été jeté dans un champ dans le nord du pays. D'après la police, c'est l'attaque sexuelle brutale la plus récente en Inde. Reportage. Âgée de 28 ans, la jeune femme a disparu le 1er février à Rohtak, une ville où elle vivait avec sa sœur en cours de traitement dans un hôpital. Nous étions tous très occupés et nous ne savions pas quand elle est partie de la maison. Nous avons ensuite commencé à la chercher, puis nous avons rapporté au commissariat de police. Son corps a été retrouvé dans un champ près d'une autoroute 3 jours après sa disparition. L'identification du cadavre a été faite grâce aux vêtements. La personne décédée est Mina alias Sarita, fille de Motiram. Elle est originaire du Népal et serait handicapée mentale. Nous avons porté plainte, conformément à la section 302-201 de l'IPC. Nous avons envoyé le corps pour des examens post-mortels. La police assure avoir obtenu quelques précieux indices. Aussi, promet-elle de bientôt arrêter les responsables et de s'assurer qu'ils obtiennent la punition la plus sévère. Les parents de la victime ont conduit une veillée aux chandelles dans Rohtak samedi, accusant la police de traîner les pieds dans leur enquête. Soulignons que la recrudescence de la violence sexuelle contre les femmes ces dernières années a mis l'Inde sous le feu des projecteurs.
Ce sera tout pour cette édition, mais avant de partir, la sagesse africaine aujourd'hui nous dit ceci: Dieu n'a fait qu'ébaucher les hommes, c'est sur terre que chacun se crée. Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme, c'est sur terre que chacun se crée. Merci de nous avoir suivis sur Sika TV. Retenez que nos programmes se poursuivent également sur notre site internet www.sikatv.info.